Togo Info, le Togo à votre portée. Faure Gnassingbé a gagné l'élection présidentielle de 2020 le 7 janvier 2020, écrit l'opposant togolais Jerry Tama. Faut-il en rire ou en pleurer? 7 juges de la Cour constitutionnelle valident 7 candidatures pour la présidentielle. Les 7 sont-ils tous présidentiables? Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Nous sommes ensemble pour 1h30. L'élection présidentielle est la période de toutes les déclarations, mais parmi les déclarations de la semaine, il y a ce type d'article signé par le président du NET. Ça s'entendre, le 22 février, Jerry Tama donne le verdict du scrutin. Faure Gnassingbé a gagné l'élection présidentielle le 7 janvier dernier. Comment comprendre une telle prise de position d'un opposant au régime? Si le chef de l'État a déjà gagné le scrutin, les 6 autres candidats doivent-ils encore continuer la course vers le fauteuil présidentiel? Les 6 opposants et leur soutien animent internement la période préélectorale. Ils se font même la guerre au point où l'activisme a même gagné les esprits des cadres des partis politiques. Les invectives et pire, les insultes ont élu domicile sur les réseaux sociaux. La campagne préélectorale est pour l'heure une bataille rangée. Va-t-elle finir par ouvrir réellement les portes de la présidence? Entre les délices virtuels des réseaux et les réalités du monde politique, des réalités souvent cruelles, quelles sont les attentes à Lomé, à l'intérieur du pays et au sein de la diaspora? Depuis son exil, l'ancien ministre François Boko lance un appel à l'unité. Pendant ce temps, dans le camp du pouvoir, on fait le bilan avec les populations. Le président fait visiblement le porte-à-porte. Il est ici et il est là-bas grâce à un hélicoptère à Blita. Il prédit même le un coup KO. Si la campagne préélectorale se fait déjà à bord d'un hélico, qu'en sera-t-il de la campagne elle-même? Ironisait un ami du Togo. Officiellement, la période de charme des populations commence le 6 février. Elle va durer 2 semaines et comme de tradition, elle va de nouveau offrir divers scènes et théâtres aux acteurs. Parmi ces acteurs, il y a ceux des forces du consensus démocratique. Ils ont appelé les populations à s'apprêter à marcher et à manifester à nouveau. Le professeur Ekwe David, premier porte-parole de Togo Debout, et maître Zessa Javon, ancien coordonnateur du collectif Sauvons le Togo, prépare de grandes manifestations populaires. Quelles sont les chances de ces prochaines démonstrations des associations et partis politiques? Au cœur des nouvelles revendications et catalogues de points touchant le cadre électoral, on peut citer entre autres l'authentification des bulletins de vote ou encore la proclamation des résultats. Justement, le Togo a en fait par le passé des scénarios dignes des mises en scène de grands réalisateurs de cinéma. Rappelez-vous la spectaculaire démission de Awanana et les prouesses de Seyimemen en 1998 ou encore l'intrusion à la John Way de Francis Pedro sur le plateau de la télévision nationale en 2015. 2020 va-t-elle être exempte des démons électoraux? C'est Dr Georges Couessan, candidat de Santé du Peuple, qui est notre invité. Vous pouvez nous suivre également en direct. Je vous rappelle les numéros de l'émission 96 50 34 37 et 70 43 09 70. Romary Freitas est à la mise en onde technique. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont retenu 7 candidats pour le scrutin du 22 février, dont vous-même. Est-ce que vous êtes content? Avant de répondre à votre question, M. Atiowe, je tiens donc à saluer toutes les auditrices et tous les auditeurs de votre radio, la radio Pyramide FM, et à leur souhaiter une bonne journée dominicale. Content du verdict de la Cour constitutionnelle, je ne le dirais pas vraiment. Pour moi, ça a été tout à fait normal, parce que personnellement, après le dépôt des dossiers, il n'y avait rien que je reprochais au mien, et donc ça n'a pas été une réelle surprise, si j'ai entendu après que ce dossier a été retenu. Bon, mais de toutes les façons, derrière cela, il y a toujours une certaine satisfaction, puisque d'autres dossiers ont été également ont été rejetés,
Et les propriétaires, c'est-à-dire ceux dont les dossiers ont été rejetés, ne sont pas nécessairement d'accord ou ne comprennent pas réellement pourquoi ces dossiers ont été rejetés. Donc si on tient compte de tout cela, on prend tout cela en considération, et il est tout à fait normal que derrière, il y a toujours une note de satisfaction. Des dossiers ont été rejetés, docteur Ton, et puis le dossier du député Kabara. Comment est-ce que vous vous êtes pris? Parce qu'on sait que certains se sont annoncés beaucoup plus tôt que vous, mais dont les dossiers ont été finalement invalidés. Comment est-ce que vous vous êtes pris? Non, mais vous savez, je ne sais pas réellement, comme je l'ai dit, ceux dont les dossiers ont été rejetés. J'ai lu sur les réseaux sociaux que ces personnalités n'ont pas été d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle. Certains ont essayé de justifier, puisque pour l'un, c'est un problème de manque de signature, puisque c'est un candidat indépendant, et pour l'autre, c'est un problème d'acte de domiciliation. Mais ils ont essayé de se justifier sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle. Donc je ne dirais pas que je me suis pris de façon particulière par rapport à ce dépôt. Il y avait une liste de dossiers qui avaient été demandés. Ce n'était pas des choses extraordinaires. Je pense que ce qui était peut-être un peu nouveau dans les dossiers qu'on avait l'habitude de présenter, puisqu'on c'est pas la première fois qu'on se présente à une élection, c'est vrai que c'est la première fois à une élection présidentielle, mais les dossiers classiques qu'on a l'habitude de demander au cours des autres élections étaient là. Et il y avait peut-être l'attestation d'investiture, qui est un élément nouveau. Il y avait le certificat médical, qui était également un élément nouveau. Et il y avait l'attestation de domiciliation, qui l'était également. Donc, c'est vrai, il y avait un certain nombre de dossiers qu'on n'avait pas l'habitude de demander dans les dossiers de dépôt de candidature. Ajouter à cela, il y a la caution des 20 millions. Parce que si vous suivez, parce que moi, ça avait déjà accroché mon esprit, parce que dans les autres élections à la base, c'est-à-dire les locales, les législatives, si vous suivez bien le code électoral, les dossiers sont déposés d'abord, c'est après leur validation qu'on vous demande, donc on vous donne 48 heures pour payer la caution. Alors que pour le dépôt du dossier de candidature pour l'élection présidentielle, la caution est demandée directement dans les pièces à fournir au moment du dépôt. Et ça, on l'avait tout de suite remarqué. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand moi j'avais envoyé un de mes collaborateurs prendre les dossiers et prendre la liste des dossiers à la CENI, quand c'était venu, la première chose que j'ai dû remarquer, c'est qu'il n'y avait pas la demande, le récépissé des 20 millions, il n'y avait pas ça. Et j'ai dû demander à la personne de retourner à la CENI avec à l'appui le code électoral, puisque dans le document qu'on nous a remis, il y avait en même temps le code électoral et puis la Constitution. Donc de prendre le code électoral que la CENI a demandé et de retourner pour poser la question que pourquoi il y avait cette discordance entre ce que la CENI demandait et puis ce qui était dans le code électoral. Bon, on ne lui avait pas donné une réponse vraiment convaincante, mais on s'est dit, de toutes les façons, ce qui doit faire le plus foi, c'est le code électoral, et il fallait s'y préparer en conséquence. Maintenant, au-delà de ça, les autres dossiers, je pense qu'il y a eu aussi un petit problème, parce que l'acte de domiciliation, où est-ce qu'il fallait prendre ça? On a dit tout simplement dans le code électoral, doit être délivré par l'autorité compétente. Mais l'autorité compétente, il faut la connaître. Ce qui fait que
dans un premier temps, est-ce que c'est au commissariat? Est-ce que c'est à la mairie? Donc, tout cela a créé quand même un petit problème. Est-ce que vous avez l'impression que c'était fait sciemment pour embêter Oui, ou mais éventuellement... oui, je crois. Parce que pourquoi on ne pouvait pas dire directement aller à la mairie pour prendre l'acte de domiciliation à l'autorité compétente si, au moment d'écrire les tests, on n'était pas sûr de cette autorité compétente et que peut-être ultérieurement on va décider de la nature de cette autorité compétente, je pense qu'il serait bon qu'au moment où on donnait donc la liste des dossiers, il était bien saillant de préciser en même temps quelle était donc à ce jour cette autorité compétente. Ce qu'on peut retenir, c'est que vous, finalement, vous avez été retenu parmi les 7 qui vont concourir à l'élection présidentielle. On sait aussi que la Cour constitutionnelle statue en dernier ressort. Et pour vous, est-ce que c'est fait? Ou éventuellement, on peut s'attendre à de nouvelles retouches? Au niveau de la Cour constitutionnelle? Oui. Bon, a priori, je ne pense pas, puisque la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Et puis, bon, il y a, je crois que c'est l'article 106 ou bien quelque chose qui dit que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc, je suppose que au regard de cet article, ce qui est dit est dit. Mais il faut aussi remarquer que dans les tests, on peut être amené à se retrouver dans des conditions d'inéligibilité après même la validation des candidatures. C'est possible. Les tests prévoient ça. S'il advenait qu'après la validation de votre candidature, vous avez posé un acte, ou bien, oui, vous avez posé un acte qui fait que vous êtes devenu inéligible, donc la Cour peut revenir donc, sur sa décision par rapport à votre candidature. Il y a donc 7 candidatures et aujourd'hui, c'est la course au pronostic. Je ne sais pas si vous êtes un adepte de cet exercice-là. Vous êtes 7. Est-ce que vous voudrez bien vous pronostiquer sur les chances des uns et des autres avant le 22? Non, mais je pense que c'est un exercice qui sera difficile pour moi à partir du moment où je suis acteur, je suis candidat. Et les pronostics, il faut plutôt qu'ils viennent des observateurs, et des journalistes que vous êtes. Et donc, qu'on voit cela par rapport à ça. C'est vrai que quand vous prenez les 7 candidats aujourd'hui, je dirais que le parti qui m'a présenté, le Parti Santé du Peuple, est le seul parti aujourd'hui à n'avoir jamais présenté de candidat à l'élection présidentielle. Bon, cela peut, dans une certaine mesure, jouer sur les pronostics des uns et des autres. Au-delà de ça, il y a certains qui, c'est pour la première fois qu'ils se présentent eux-mêmes, c'est-à-dire en tant que personne physique. Je crois qu'avec le professeur Wolu, c'est la première fois que nous nous présentons à une élection présidentielle, mais le parti du professeur Wolu avait déjà présenté M. Daoukou Péré une fois. Donc, comme personne physique, nous deux, nous sommes, c'est-à-dire c'est la première fois que nous nous présentons à une élection présidentielle. Sinon, tout le reste, ils ont déjà fait cette expérience. En toute chose, l'expérience se joue toujours. Et c'est une donnée importante. Au-delà de cette expérience de campagne, au-delà de cette expérience de participation à une élection présidentielle, il y a aussi d'autres qui ont eu la chance d'avoir déjà à gérer un certain nombre de choses au plan public. Donc tout cela, ce sont des atouts indéliables qui sont donc à l'actif de ces candidats, qui peut faire que, a priori, donc le pronostic peut aller à leur avantage. Mais c'est une compétition et ce n'est que au soir du 22 février quand on aura le verdict. Vu le passé des uns des autres, vu la somme d'expérience des uns et des autres, où est-ce que vous vous placez? Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que avoir... Vous êtes là pour apprendre?
Non, nous ne sommes pas là pour apprendre de toutes les façons. Et on est là pour, dans toute entreprise, on apprend toujours, même ceux qui sont là depuis. Ça fait 4 élections présidentielles auxquelles M. Faure Gnassingbé se présente. Il va encore apprendre. Ça fait peut-être 3 élections présidentielles auxquelles M. Jean-Pierre Fabre se présente. Il va apprendre. Donc nous sommes tous là pour apprendre, mais nous sommes là également pour nous battre avec les moyens que nous avons et gagner donc cette présidentielle. Et comme je l'ai dit, évidemment, il y a l'histoire politique et l'histoire électorale qui donne de l'avance à certains, mais comme je l'ai dit, c'est le verdict au soir du 22 février qui va situer les uns et les autres. Je vais avoir vos réponses à 2 déclarations qui ont été faites durant ces dernières heures. Une première déclaration, elle émane d'un des candidats, notamment Agbéo Mekodio, qui lance un appel à une unicité d'action pour obtenir une amélioration du cadre électoral avant le scrutin du 22 février. Quelle est votre réponse à cet appel? Oui, mais une unicité d'action pour obtenir l'amélioration du cadre électoral. Personne ne peut aller, c'est-à-dire un parti politique digne de l'opposition, un parti politique est réellement engagé pour le changement de ce pays, pour l'alternance à la tête de ce pays, ne peut jamais aller à l'encontre de ce fait-là. Mais nous, ce qui nous a toujours gênés, c'est que nous étions convaincus que pour avoir une amélioration du cadre électoral, il fallait créer les conditions de réclamation de cette amélioration du cadre électoral. Et pour nous, il était important que l'opposition s'unisse autour d'un candidat. Nous avons fait plusieurs sorties au cours de l'année 2019, au cours desquelles nous avons crié qu'il fallait nécessairement que l'opposition se retrouve dans une candidature unique, parce que pour nous, c'était le cadre idéal pour aller vers la revendication d'un certain nombre de choses qui entrent dans l'amélioration du cadre électoral de notre pays. Mais je pense que beaucoup ont cru devoir, ont cru pouvoir séparer cette recherche de l'amélioration du cadre électoral de la candidature unique de l'opposition. Nous pensons que c'était le cadre idéal pour aller vers cette demande-là. Maintenant, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous remarquons que nous n'avons pas pu réaliser cette candidature unique. Ce n'est pas pour autant que nous allons dire qu'il n'est plus important d'aller vers la réclamation de l'amélioration de ce cadre électoral. Il faut y aller, nous sommes tout à fait d'accord, mais on aurait pu être plus perspicace, plus efficace, plus efficient, en acceptant de nous mettre dans un cadre qui permettait de mieux réclamer. À quel type d'action êtes-vous prêt à vous associer pour éventuellement exiger l'amélioration de ce cadre électoral? Comme je vous l'ai dit, toute action qui peut amener le gouvernement à aller vers l'amélioration du cadre électoral et qui va tomber en concordance avec les tests légaux de notre pays, nous pensons que nous sommes partants. Nous sommes prêts à nous associer à toute initiative qui peut permettre d'avoir l'amélioration du cadre électoral de notre pays, tout en étant, comme je l'ai dit, en accord avec les tests fondamentaux qui régissent le fonctionnement de ce pays. La deuxième déclaration pour laquelle je voudrais également que vous répondiez, l'émane de l'ancien ministre de l'Intérieur,
Akla Soboko, qui lance un appel, lui aussi, aux 6 candidats issus de l'opposition à se retrouver pour un conclave. Que répondez-vous à cet autre appel? Mais c'est avec satisfaction, puisque ça rejoint à peu près ce que j'ai toujours dit. Bon, si moi j'ai dit à peu près, c'est parce que je reste convaincu que, parce que vous avez vu, aujourd'hui, il n'y a que les politiques qui restent sur la ligne. Avant, il y avait donc des personnalités de la société civile qui s'étaient converties, mais aujourd'hui, parmi les 7 candidats, c'est-à-dire tous les 7 candidats, ce sont des politiques connus. Et pour moi, cela est un handicap à une union véritable au sein de l'opposition. Parce que je ne continue pas à croire que l'unicité d'action pour réclamer les conditions électorales, c'est bien, mais je ne continue pas à croire que la meilleure façon pour l'opposition de se donner les réelles chances d'aller donc vers quelque chose de bien, c'est de se donner un candidat derrière lequel tout le monde va s'aligner, autour duquel tout le monde va s'agripper pour qu'on puisse aller vers donc à cette élection. Donc un conclave, c'est bien, c'est une bonne chose si cela pourra permettre d'évoluer, parce que les tests nous permettent, jusqu'à l'ouverture de la campagne électorale, nous sommes en mesure encore de retirer notre candidature ou bien de soutenir l'un ou l'autre des candidats, si tant est que nous nous sommes mis d'accord sur des principes de base. Donc je crois que c'est une bonne chose, nous sommes partants, mais à condition que le caractère politique de tous les candidats que nous sommes n'influence pas négativement le déroulement donc de ce conclave. En clair, Georges Kouessan, vous déclarez ce midi que vous êtes prêt à vous retirer au cas où vous arrivez à vous entendre éventuellement avec d'autres candidats et vous êtes prêt à vous mettre derrière éventuellement un candidat unique si les conditions de la participation sont clairement définies et acceptées. Oui, c'est-à-dire que si aujourd'hui nous sommes 6 candidats de l'opposition aujourd'hui, si entre les 6 là, on se met d'accord pour choisir un seul candidat, je crois que nous n'allons pas hésiter à nous mettre derrière ce candidat. Ça a été toujours notre souhait. Si nous avons insisté à l'époque qu'il fallait trouver une personnalité apolitique, c'est parce que nous sommes convaincus que entre les politiques, ça va être difficile. Mais si cela advenait, mais c'est avec plaisir que nous le ferions. Cet appel de l'ancien ministre de l'Intérieur, Akla Soboko, on le sait, dans un passé, il n'y a pas très longtemps, il avait joué un rôle de rassembleur en invitant des Togolais à se retrouver en France. Je crois que c'était dans le cadre du FRAC. Mais est-ce qu'il peut encore jouer un rôle là pour que éventuellement vous arrivez à vous attendiez finalement sur un nom? Mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Hein. Il n'y a pas autre chose à dire. Tous ceux qui peuvent agir aujourd'hui pour que l'opposition puisse se mettre ensemble et faire quelque chose, mais c'est-à-dire que on leur souhaite la bienvenue. Monsieur Akila Soboko, c'est un engagé de vieille date, et on se souvient de comment il était parti d'ici, et même après cela, comme vous l'avez dit, il a toujours eu à avoir des rencontres. C'est vrai que moi, personnellement, je ne l'ai pas rencontré, mais je sais qu'il a des rencontres, il a des contacts, et il a essayé, autant que faire se peut, de mettre l'opposition ensemble pour qu'on puisse aller vers quelque chose de bien pour notre pays. Donc, comme je l'ai dit, si M. Akila Soboko pense pouvoir jouer un rôle déterminant dans l'évolution des choses, et si tous les candidats pensent qu'en M. Akila Soboko, on peut trouver cette personnalité
et qui pourra nous rassembler. Et je pense que nous n'en trouvons aucun inconvénient. Ce sera donc avec plaisir, ce sera avec joie que nous allons donc nous prêter à cet exercice. Au-delà de ces appels dont on vient de faire cas, notamment ceux d'Agbeme Kodio et de l'ancien ministre Akla et Soboko, je voudrais vous demander si vous lisez un peu les réseaux sociaux ces dernières semaines, ces derniers jours. C'est vrai que on ne peut pas. C'est vrai que nous sommes beaucoup occupés ces jours-ci parce que nous sommes à la veille d'une campagne électorale, d'une élection présidentielle et capitalissime pour notre pays. Mais on ne peut pas non plus être candidat aujourd'hui et ne pas consulter les réseaux sociaux. Donc je crois que nous le faisons. Nous avons nos collaborateurs qui le font. Est-ce que vous constatez les divisions, les déchirures, les insultes, les invectives qu'il y a là? Oui, ça là, c'est sûr. Nous le constatons. Et ce sont des choses que nous vivons pratiquement tous les jours et que nous regrettons parce que nous ne comprenons pas pourquoi cette guerre au sein de l'opposition qui a un objectif précis. Moi, vous allez voir, ce n'est pas que je suis en train de me blanchir, mais il serait très difficile de voir le Parti Santé du Peuple attaquer un parti de l'opposition. Depuis que nous sommes sur le paysage politique, nous sommes sur le champ politique, nous attaquons le parti au pouvoir parce que nous sommes de l'opposition, mais les difficultés au sein de l'opposition, nous pensons que ça doit se faire, ça doit se laver au sein de l'opposition. Je pose la question parce que je ne sais pas si toutes ces difficultés qu'on constate, ces déchirures, ces attaques qu'on constate sur les réseaux sociaux, si ces attaques-là vont permettre demain éventuellement à une certaine forme d'unité d'action encore au niveau de l'opposition. Oui, ça a toujours été la sempiternelle question. C'est pour cela que vous avez vu, il y a depuis plusieurs mois, voire même des années, il y a d'autres qui ont dit, mais c'est quand la campagne va démarrer. Parce que certains disent, nous allons nous porter les uns sur les autres au second tour. Quand il y aura le second tour, et d'autres ont déjà dit, mais quand vous allez vous attaquer à travers des déclarations, à travers médias interposés, vous allez vous attaquer sur les réseaux sociaux. Est-ce que, même au second tour, parce qu'aujourd'hui, ne parlons même pas de l'union au premier tour, même déjà à supposer même qu'on aille au second tour, est-ce que cette union-là, ou bien cet état de choses que nous vivons aujourd'hui, va permettre qu'il y ait des reports de voix sincères et franches au second tour? C'est des questions que beaucoup se sont toujours posées. Il y a par exemple Monsieur Gabriel Dosset qui a toujours parlé de ce problème-là. Quand vous allez vous attaquer par-ci, vous allez vous attaquer par-là, mais comment est-ce que vous arriverez, même si vous allez au second tour, à vous porter les uns sur les autres? Ce sont des questions. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir sur ces réseaux sociaux. C'est quelque chose d'assez difficile à vivre, mais on ne perd pas espoir. Parce que vous savez, en politique, le pire ennemi d'hier, ou bien le pire adversaire d'hier peut devenir un ami de demain. On l'a vu à travers beaucoup, on l'a vu à travers des exemples, en Côte d'Ivoire, en Guinée, partout, ça arrive. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons laisser libre cours à ces difficultés ce qu'on appelle les difficultés. de voir jour dans nos habitudes. Ce qu'on appelle ici les difficultés, quand on lit bien les réseaux sociaux, c'est beaucoup de haine, c'est beaucoup de méchanceté. Oui. Mais ça ne date pas d'hier. Depuis le début des années 90, déjà, l'opposition du Togo était habituée à ce type de comportement. On a pensé que les gens ont mûri, mais visiblement non. Oui. Et d'abord, on a pensé que les gens ont mûri, mais il faut dire que la scène politique se renouvelle. Même si ce n'est pas fondamentalement renouvelé, la scène politique se renouvelle
Et c'est de nouvelles têtes que nous avons aujourd'hui au sein de l'opposition. Et apparemment, on est encore avec les vieilles habitudes, et cela n'est pas de nature à faciliter les choses. Mais vous savez, moi, après avoir été membre de la coalition Arc-en-Ciel, vice-président, président de la coalition Arc-en-Ciel, après avoir été dans CAP 2015, après avoir été au sein de la C14, si je me suis retiré, j'ai réfléchi et j'ai dit, cherchons quelqu'un de tout à fait nouveau pour qu'on puisse, avec cette personnalité, réaliser l'alternance politique. Le reste viendra après. Mais c'est en connaissance de cause. Je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que je sais ce qui est au sein de notre opposition, ce qui se trouve au sein de cette opposition. Mais qu'est-ce qui se trouve au sein de cette opposition? Non, c'est-à-dire que vous contentez-vous de la partie visible de l'iceberg. Mais en réalité, mais comme vous le dites, c'est une adversité que vous constatez. Hein, vous-même, ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais nous devons travailler tous les jours que Dieu fait pour que cette situation s'améliore, hein, pour que nous puissions aller vers d'autres considérations. Moi, par exemple, quand j'ai envoyé des courriers, quand j'ai fait sortir ma proposition, j'ai envoyé des courriers au parti de la C14, mais je le dis, seul Nathanaël Olympio et Fulbert Atisso ont cru devoir répondre, alors que ce n'était qu'une question de politesse, tout simplement, même si vous n'êtes pas prêt à accéder à l'idée que développe la personne, mais rien qu'une question de politesse vous obligeait quand même à répondre à cette demande-là, et puis à dire, bon, je ne suis pas prêt pour qu'on puisse discuter parce que ce n'est pas ma façon de voir les choses, mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pour cela que je dis, mais c'est difficile, notre opposition, parce que il faut qu'on arrive à se dépasser, à comprendre que en dehors de la politique, il y a la vie. C'est-à-dire, les relations interhumaines sont des relations sacrées. Et en dehors de la politique, on est appelé à se voir n'importe où. Ce que vous décrivez là, tout observateur peut être amené à se poser la question suivante. Est-ce que l'opposition du Togo est prête à assumer le pouvoir? C'est une grande question. C'est une grande question. Je pense qu'à ce jour, peut-être l'opposition du Togo, c'est-à-dire que pas l'opposition dans son ensemble, mais peut-être chaque parti politique aujourd'hui s'organise de manière à conquérir ce pouvoir et à l'exercer, hein, suivant son idéologie, suivant son programme, etc. Mais force est de constater que les conditions sont telles aujourd'hui, nous l'avons remarqué, nous l'avons dit à d'innombrables reprises, qu'il est impossible pratiquement à un parti politique de diriger notre pays après l'alternance. Vous ne pouvez pas sortir de 50 années de monolithisme politique, de 53 années de ce qu'on a vu dans ce pays, et prétendre pouvoir diriger ce pays seul après l'alternance. Donc, chaque parti politique, je peux répondre en disant que croit pouvoir diriger ce pays selon son programme et selon donc la ressource humaine qu'il dispose, mais il faut que cette opposition comprenne que après l'alternance, aucun parti politique, quelle que soit sa structure, quelle que soit la logistique dont il dispose, n'est pas à même aujourd'hui de pouvoir diriger ce pays. Attendons-nous encore une fois sur l'opposition du Togo avec toutes les déclarations qu'on a issues de ces milieux-là. Il y a cette déclaration ou ce titre d'article de Jerry Tama, le président du NET. Il dit que Faure Gnassingbé a gagné le scrutin le 7 janvier passé, le jour de son investiture. Selon lui, l'absence de manifestation contre le quatrième mandat ce jour signifie donc une adhésion, une victoire certaine de Faure Gnassingbé. Est-ce que vous comprenez cette posture? L'absence de manifestation, puisqu'il dit que après le 7
janvier, c'est-à-dire le dépôt, la date de dépôt des candidatures, ou bien la date où... La date de son investiture. le 7 voilà, la date de son investiture, et quand il n'y a pas eu de manifestation, que c'était ça. En réalité, moi, c'est une lecture que j'ai faite, le fait même de traîner l'investiture, je parle du président, de M. Fornia Singbe, le fait de traîner son investiture jusqu'à la faire pratiquement à la veille du dépôt des candidatures était à dessein. Ma lecture était que il voulait mettre les Togolais, c'est-à-dire jouer sur la psychologie des Togolais jusqu'au bout, parce que on fait l'investiture aujourd'hui, demain on dépose la candidature, et puis on dit la boucle est bouclée. Alors que si on faisait un dépôt, on faisait une investiture à quelques semaines ou à quelques mois, donc cela voudrait dire qu'on est sur le point de déposer sa candidature, ce que tout le peuple togolais, du moins la majorité du peuple togolais, n'accepte pas. Et là, ne donnons pas donc la possibilité à ce peuple de réagir par rapport donc à notre décision. Donc c'est pour cela qu'on a fait exprès c'est ma lecture de la chose, c'est pour cela qu'on a fait exprès d'amener donc cette investiture pratiquement la veille, c'est-à-dire qu'entre la date de l'investiture et la date du dépôt des candidatures, c'est tellement pincé que on ne donne pas la possibilité aux populations de réagir. Et je crois que ça a visiblement réussi. Ça a visiblement réussi, et c'est ça qui pousse donc l'acteur politique que vous citez à dire ça. Aujourd'hui, je crois que il y a donc une organisation de la société civile qui prend l'initiative donc de faire des manifestations. C'est vrai que ce n'est pas directement contre le 4e mandat de Fornia Singbe, c'est contre un certain nombre de choses, dont les conditions de transparence, les conditions d'organisation de l'élection et par rapport à la mise en place de la Cour constitutionnelle que nous avons actuellement. Mais il n'est pas tard. Je pense qu'il n'est pas tard. Il va un peu vite en besogne en disant que parce que les populations n'ont pas eu le temps de réagir, Fornia Singbe... Nous sommes aujourd'hui le 19. Nous sommes aujourd'hui le 19. Oui, nous sommes aujourd'hui... Ça fait plus de 10 jours que cette candidature a été investie. Mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que le coup a marché. C'est-à-dire ma lecture, la lecture que je fais de cette situation, ça a marché. C'est-à-dire, on fait l'investiture et puis on dépose la candidature. On ne donne pas la possibilité. Même au-delà des populations individuellement et les acteurs qui sont engagés dans la course au fauteuil, plus personne ne parle de la 4e candidature de Fornia Singbe. Oui, c'est ce que je vous dis. Mais vous savez, c'est de fait accepté. Même, vous savez, nous sommes des hommes, mais c'est pour cela aussi qu'il y a la société civile, pour arranger de temps en temps les choses. Si elle constate que les politiques ne jouent pas réellement leur rôle. C'est aussi ça le rôle de la société civile. C'est vrai que les politiques n'ont pas réagi, mais comme vous le dites, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a donc la société civile qui s'active. Nous allons voir ce que cela peut donner dans les jours à venir. Donc c'est pour ça que je dis, il est trop vite en besogne. Donnons donc la chance aux jours qui viennent de voir ce que cela va apporter. Vous avez réagi à un certain nombre de déclarations issues globalement des milieux proches de l'opposition. Et il y a une autre déclaration qui, elle là, vient du pouvoir. C'est le chef de l'État, Fornia Singbe, dans un speech à Blita qui promet. Et il dit même que vous êtes déjà KO et qu'il n'y a plus possibilité. Il n'y a pas match. Ouais. Il va gagner au premier tour. Un coup KO comme cela s'entend là. Moi, je reviens toujours sur l'historique des choses. J'ai dit que quand on parlait de deuxième tour, je disais, mais on s'est toujours arrangé pour gagner les présidentielles passées au premier tour.
C'est pour cela qu'il était important d'aller vers une union réelle au sein de l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas pu avoir cette union de l'opposition, mais on fait avec la réalité qui est là. La réalité qui est là aujourd'hui, c'est que M. Faure Gnassingbé a déposé sa candidature face à une multitude de candidatures au sein de l'opposition. Mais adaptons-nous à cette nouvelle donne pour faire en sorte que, au soir du 22 février, que M. Faure Gnassingbé ne sorte pas vainqueur de cette élection, que ce soit au premier tour, ou je ne sais pas, que M. Faure Gnassingbé ne sorte pas vainqueur de cette élection. La réalité est là aujourd'hui. Nous sommes devant le fait accompli, mais que devons-nous faire, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu la candidature unique, donc on dit M. Faure Gnassingbé va gagner tête haute l'élection qui vient. Aujourd'hui, la réalité est là. Comment allons-nous nous organiser pour que, au soir du 22, que M. Faure Gnassingbé ne sorte pas vainqueur de cette élection, même s'il dit qu'il n'y a pas mal, que les opposants sont déjà KO. Mais sans un coup KO qu'il vous promet, est-ce que c'est juste une déclaration d'un candidat en compétition? Oui, je prends ça d'abord comme cela, parce que il faut la guerre psychologique. Il faut la guerre psychologique. C'est une guerre qui est lancée donc à l'endroit de nos partisans, d'abord pour que c'est ma lecture, c'est une guerre qui est lancée à l'endroit de nos partisans. Parce que vous savez, à la veille d'une élection aussi importante qu'une élection présidentielle comme ça, il y a beaucoup de guerres psychologiques qui se font. Et il faut en tenir compte. Et c'est à nous de faire comprendre donc à nos partisans que cela est dit, c'est pour vous conditionner. D'abord, peut-être à ne pas sortir pour aller voter, c'est pour vous conditionner à ne pas sortir pour aller voter. Parce qu'on veut vous faire croire que vos candidats ne feront pas le poids. Donc, certains vont se dire, bon, est-ce que cela vaut la peine d'aller voter? C'est également pour vous conditionner pour accepter la victoire du parti au pouvoir au soir du 22. Donc, tout ça, là, c'est ça, là, c'est la psychologie de masse. On connaît un peu ça. Mais, n'empêche que il se fie aussi à l'historique, même des élections présidentielles dans notre pays. Il se fie un peu aussi à l'historique de ces élections présidentielles. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes ensemble. On m'apporte ce document-là sur lequel je peux lire le nouveau lien qui permettra désormais aux amis de l'extérieur d'écouter la radio en étant aux États-Unis, en France ou en Australie, au Japon, je ne sais pas où, www.pyramidefmtg.com www.pyramidefmtg.com. Nous allons maintenant nous tourner vers le téléphone et aussi nous allons prendre des questions qui sont laissées par les auditeurs qui nous regardent un peu partout dans le monde. Je rappelle les numéros de l'émission 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Est-ce que ça a commencé par sonner le téléphone? Allô? Pas encore. Il y a un certain nombre d'auditeurs qui ont laissé des questions et vous avez répondu. Mais c'est peut-être maintenant qu'ils ont commencé par nous regarder, je reviendrai sur la question de votre candidature, son maintien ou pas. Mais le téléphone a commencé par sonner. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est Bozambo. Oui, Bozambo, comment vous allez? Très bien. Oui, votre question. Je dis bonjour à notre président. Bonjour, monsieur Bozambo. Je vous félicite, c'est très très bon. Donc, au moment que vous allez sortir dans le studio, tous les Togolais vont acclamer. Donc, vous avez dit réellement ce qui se passe au Togo. Vous ne pouvez venir là-bas pour dire des choses. Vous avez dit la réalité. Il faut être après tout. Donc, ici, au moment que vous avez sorti, il faut appeler M. Kodjo pour faire un conclave, pour déclarer une seule personne pour faire ce régime-là. Sinon, un coup KO que le chef de l'État est en train d'aller dire, donc, si vous avez fait l'erreur d'aller en rang dispersé,
la population va supporter contre vous. Donc, il faut faire l'effort pour unir derrière une seule candidature pour sauver nous les Togolais. Nous souffrons trop au Togo. Nous souffrons trop. Donc, il faut, à sortir de la studio, il faut faire effort pour appeler nos papas, nos grands-papas, Monseigneur Kodio, pour ce qui se passe demain ou bien lundi, vous allez en conclave. Et on a compris, Bozambo. Merci, Bozambo. Oui, on va prendre un deuxième auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Sur la question du conclave, c'est l'appel que lui vous lance au sortir de cette émission de contacter qui de droit pour lancer les chantiers du nouveau conclave. Oui. Oui, j'ai quand même entendu ce qu'il a dit. Je crois que c'est une idée qui commence par faire son chemin. C'est bien que cela arrive aujourd'hui, que cela arrive encore à ce moment, parce que à un moment donné, on pensait que c'était plié et que chaque candidat a pris sa route. Bon, aujourd'hui que les voix commencent encore par s'élever, notamment celle de Sobokor, et pourquoi pas? Moi, je peux toujours essayer de voir les autres candidats dans les jours à venir pour voir si on peut arriver à trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse se mettre derrière un seul candidat. C'est important, de toutes les façons, c'est important. Bien, merci. Allô? Oui, vous êtes en direct, votre nom. C'est à côté. Oui, à côté, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur à côté. Bonjour, Pierrot. Oui, bonjour. Je voudrais poser deux questions à monsieur Puissant. Oui. La première question, s'il vous plaît. C'est pas bon, monsieur Puissant, les élections cette fois-ci. De boycotter les élections cette fois-ci, si le cadre électoral n'est pas amélioré. Bon, ma deuxième question. Oui, l'État de Bekagoïbo, le net directement le PDP de Kabara, l'Est de justice, ils ne sont pas candidats à l'élection, pourtant ils sont à la série. Je voudrais demander, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de revoir la série avant les élections du 22 février? Bien, merci pour les deux questions. Nous allons les consigner. Nous allons les consigner pour vous derrière, à côté. Est-ce qu'on peut insérer un autre auditeur? Pas encore. À côté, à poser deux questions. La première, c'est sur l'éventualité d'un boycott. Oui, mais moi, c'est la question que je me pose, c'est qu'ils demandent en même temps, ils pensent en même temps au boycott, et puis ils pensent en même temps à l'amélioration de la CENI. C'est ça qui me fait me poser un peu de questions. Bon, pour ce qui concerne le boycott, et ça c'est une conviction personnelle et au niveau de mon parti. Et ce qu'on appelle le boycott en politique, moi je ne suis pas partant. C'est vrai qu'au niveau des élections de base, c'est plus grave, c'est plus préjudiciable de boycotter les élections à la base, les locales, les législatives, que la présidentielle, c'est vrai. Mais pour nous, toute élection, à partir du moment où on a la possibilité de participer à ces élections, il n'est pas normal, il n'est pas question qu'on les boycotte parce qu'on n'a pas créé un parti politique pour boycotter les élections. On crée un parti politique pour participer aux élections. À la deuxième partie de la question. Mais non, je n'ai pas encore fini. Donc, pourquoi nous boycotter, on n'est pas d'accord? Parce que l'histoire a prouvé que un mauvais gagnant en politique, un mauvais gagnant est un gagnant. L'histoire a prouvé qu'un mal élu est un élu. Maintenant, quand vous participez à une élection, même si la personne est élue, mais au moins cela vous permet
d'aller compétir sur le terrain, d'occuper le terrain pour des échéances à venir. Parce que tout n'est pas centré sur aujourd'hui. La politique, c'est une bataille de longue haleine. Ça vous permet donc d'occuper le terrain pour des échéances à venir. On a donc compris, vous n'allez pas boycotter. La deuxième partie de la question. La deuxième partie de la question, d'abord, je tiens à dire que le CAR n'est plus à la CENI, à ce que je sache. Quand le CAR a décidé de ne plus participer à l'élection, le CAR a rappelé donc son représentant à la CENI, à moins que on m'en donne la preuve contraire. Maintenant, pour le fait que ceux-là ne sont pas candidats, mais ils sont à la CENI, c'est un élément qui doit permettre d'aller vers la recomposition de la CENI. Mais je pense qu'au-delà même de ces éléments-là, la recomposition de la CENI même s'impose pour qu'on puisse organiser des élections dans des conditions acceptables par tous. Au-delà de ceux-là qui sont là, je pense que ça, la recomposition même de la CENI s'impose pour qu'on ait une élection acceptable. Oui, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Noé depuis Agatane. Honoré. Noé, allez-y. Oui. J'aimerais poser la question à M. Dr. Président, s'ils ne sont pas à la tête, et que si les enfants qui sont le peuple crient, eux qui sont à la tête ne peuvent pas écouter leurs enfants. Merci. Oui, mais en fait, qu'est-ce que vous demandez en tant qu'enfant? Oui, en tant qu'enfant, nous demandons à ce qu'ils s'unissent. Comme au temps de la C14 où nous sommes sortis. Actuellement, nous demandons encore leur union. Même s'ils veulent aller aux élections pour compétir, nous voulons qu'il y ait une unité d'action au niveau des bureaux de vote, là où ils savent qu'ils volent les élections. Au moins ça. Bien, merci. Merci. Oui. Oui, non, on a compris, c'est une demande légitime, hein, on a compris cela. Il y a un certain nombre d'auditeurs qui ont laissé des questions sur notre page Facebook concernant le maintien ou non de votre candidature. Vous avez répondu à cette partie de la question. Peut-être que ces auditeurs-là viennent de commencer par suivre l'émission et vous vous maintenez jusqu'au bout. Vous vous retirez et si de nouvelles situations se créent, est-ce que vous voudrez bien répéter ce que vous aviez dit tantôt? Oui, c'est-à-dire que c'est très clair, ce n'est pas une difficulté. Vous savez, quand moi j'ai rencontré Monseigneur Podjo à plusieurs reprises, la première, ou bien quand on s'est rencontré la toute dernière fois, la première question qu'il m'a posée, est-ce que je suis prêt à laisser de côté le caractère apolitique que j'ai toujours accroché donc à mon candidat? J'ai dit, il n'y a aucun problème à cela. Il n'y a aucun problème. Parce que pour nous, c'était important pour que l'union puisse se faire. Mais ce n'est pas qu'il faut nécessairement ça pour que la transition puisse se faire dans notre pays. Ça va faciliter cette transition, certes, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Maintenant, ce qui l'est pour autant, cette condition sine qua non, c'est que une union n'est véritablement une union, ou bien un candidat unique n'est réellement unique que lorsque les partis, les autres sont derrière lui. On n'est pas unique parce qu'on a été choisi. On est unique parce que les autres acceptent d'être derrière vous. Donc, j'ai demandé qu'on fasse tout pour que les partis que nous avons appelés les 6 partis les plus représentatifs de notre pays au regard des dernières élections, que nous avons cités à Monseigneur Podjo, de faire en sorte que tous ces 6 partis-là puissent être dans le jeu, derrière ce candidat. On était parti des 14 partis de l'opposition, des 14 partis de la C14, on a estimé que c'était peut-être impossible, c'était trop demandé, donc on dit au moins les 6 partis les plus représentatifs soient derrière donc cette candidature. Mais la chemin faisant, on s'est rendu compte que les 6 aussi, ça va être difficile. On s'est dit, bon, si au moins 5 sur ces 6 partis pourront être dans le jeu, le problème ne se pose pas. Donc, pourquoi nous avons demandé cela? C'est tout simplement pour qu'on se donne une réelle chance de la victoire.
Ce n'est pas parce que on va faire une candidature unique pour faire une candidature unique. Il faut qu'on se donne une réelle chance d'aller vers la victoire. Et pour cela, il faut que les partis représentatifs soient derrière cette candidature. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous sommes 6 partis politiques. Il y a, comme je l'ai déjà dit, mon parti est le plus jeune des partis politiques qui participent aujourd'hui à l'élection présidentielle. C'est le plus jeune. Et c'est le seul à n'avoir jamais participé à une élection présidentielle. Donc, je pense que le plus gros problème, ce n'est pas à notre niveau. C'est au niveau des partis les plus représentatifs. Et que nous, à tout moment... Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, l'ANC va décider que j'entre dans une ligne de candidature unique. l'ADI va décider que j'entre dans une ligne de candidature unique. Le PSR va décider j'entre dans une ligne de candidature unique. MPDD va décider et que c'est Santé du Peuple qui va dire non, on ne va pas le faire. Non, ce n'est pas possible. Bien, merci. Allô? Allô, bonjour Monsieur Pierrot. Bonjour. Ouais, c'est Waris depuis Azaon. Oui, je salue le président du Santé du Peuple. Oui, monsieur. Monsieur Pierrot, j'ai une question pour le président. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes frustrés dans le pays. Est-ce que on peut parler aujourd'hui du 4e mandat du Faure Gnassingbé ou bien son premier mandat, puisque la Constitution a été... Mais on a compris votre question. Oui, oui. Donc pour cela, est-ce qu'il y a certains qui disent qu'ils participent à son 4e mandat et tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un 4e mandat ou bien un tout premier mandat? Ma deuxième question, si après les élections, au président qui viennent pour un nouveau départ encore dans la C14, est-ce qu'il y aura accepté la main tendue de la C14? Merci beaucoup. Bien, merci. La première question, c'est sur le chiffre qui est attribué ou qui éventuellement peut être attribué à un nouveau mandat de l'actuel chef de l'État. Est-ce que c'est un 4e mandat ou un premier mandat? Moi, je suis de l'opposition. Pour moi, M. Faure Gnassingbé fait son 4e mandat. Non, mais en fait, est-ce qu'il le fait déjà? Est-ce qu'il le fait déjà? Non, bon, ça dit, voilà, il postule pour son 4e mandat. Il postule pour son 4e mandat. Et vous savez, il y a aujourd'hui une base légale qui peut permettre de dire que M. Faure Gnassingbé fait son premier mandat. Mais c'est l'éternelle question entre ce qui est légal et ce qui est légitime. On l'a toujours dit, l'apartheid était légal. Même le nazisme était légal. Les choses, ce n'est pas, il faut toujours mettre une différence entre ce qui est... La légalité, c'est des gens qui se mettent ensemble et qui font ce qu'ils veulent à un moment donné. La légalité, ça s'arrête là. Mais la légitimité, c'est là le problème. Donc, sur un plan légal, d'accord, on a fait une constitution qui est là, qui est en vigueur. Et même si nous ne la reconnaissons pas, c'est la constitution qui est là. Donc, ceux qui ils disent, on va dire ça. Mais nous pensons que la légitimité doit aller au-delà de la légalité. La deuxième partie, c'est à propos de la C14. C'est éventuellement une résurrection de cette structure au lendemain des élections, par exemple. Après les élections. C'est-à-dire qu'au lendemain des élections... Est-ce que vous êtes prêt, selon... au lendemain des élections, pourquoi il y aurait une résurrection de la C14? Mais si l'opposition gagne les élections, pourquoi? C'est comme si on est dans un schéma qui dit que l'opposition doit nécessairement l'opposition va perdre les élections. On n'est pas dans ce schéma, nous allons à une compétition. Donc attendons de voir ce que la compétition va donner pour voir si après il y aura C14 ou pas. Après Waris, on revient sans doute à l'OB. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, c'est Pelé. Oui, allez-y. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour, Pelé. Oui, d'abord, je voudrais bondir sur le cas de M. Djeritama. M. Djeritama, il roule pour le régime. Non, mais en fait, cher ami,
Oui. Oui, mais en fait, vous n'êtes pas l'invité de l'émission. C'est l'invité de l'émission qui donne ses positions. Vous posez des questions. Ah oui. Donc, moi, je le complète en même temps. Bon, concernant le 4e mandat de M. Pogna Singé, ça donne déjà l'avantage à l'opposition. Le 4e mandat, là, ça donne l'avantage à l'opposition si l'opposition s'organise. Parce qu'on constate qu'à chaque élection, surtout à la dernière élection, aux dernières élections des locales, on nous dit au Nord que seul l'UNI compétit. C'est à partir de là que l'opposition doit s'organiser pour aller dans ces endroits où seul l'UNI compétit là, elle est requérie. Quand on nous dit que seul l'UNI compétit, on dirait que c'est seuls les gens du RPT qui sont dans ces localités-là. Donc c'est un constat. Maintenant, concernant même la Cour constitutionnelle déjà a réglé le problème du peuple, surtout à l'opposition. Il y a 6 contre 1. Nous avons l'ANC qui est une formation bien structurée sur le terrain et qui a une électorale bien qui peut travailler seul. Nous avons maintenant la dynamique de M. Podro avec M. Adome qui connaît bien les machines bien pétées et qui peut bien fonctionner. Maintenant, il reste les 4 candidats comme M. Docteur Gogué, là. S'ils peuvent s'organiser eux aussi, surtout les 3 qui sont au nord, s'ils peuvent s'organiser là-bas, ce serait bon. Et M. Docteur peut joindre M. Adome et puis le combat est déjà gagné. Pelé, quelle est votre question? Oui, c'est là, voilà la question. Il peut enrouler là-dedans. Ok. Docteur, Oui. vous l'avez écouté? Oui, non, je l'ai écouté. C'est une idée, c'est une proposition. Et donc, il aimerait donc voir l'opposition au moins à 3 têtes, c'est-à-dire à 3 pôles. Un pôle dirigé par l'ANC, ou bien à la tête duquel va se trouver l'ANC, et l'autre l'initiative Podro, et puis les 3 autres qui sont du Nord, s'ils les appellent ainsi, parce que je sais que suivant, donc géographiquement parlant, je pense qu'il y a 2 candidats qui sont du centre, mais généralement, donc on a l'habitude d'assimiler le centre au Nord. Bon, c'est une proposition. Mais dans son intervention, il y a quand même un point important. Et vous êtes à Lobé, et vous tous, depuis l'annonce de vos candidatures, on voit dans le même temps le chef de l'État à bord de son hélicoptère sillonner des régions du sud, du centre et du nord. Est-ce que ce n'est pas un avantage de prix vis-à-vis de ces adversaires que vous êtes? Mais bien sûr. C'est pour cela que... Mais le code électoral doit être clair sur un certain nombre de choses. On dit même que les dépenses de la campagne, c'est limité à combien? C'est limité à 500 millions. Et maintenant, on utilise des hélicos, on va alimenter cela, on va dans le nord, on va partout. Mais c'est une manière de prendre de l'avance sur ses adversaires. On n'a pas les mêmes moyens. Quand vous allez au nord, il y a des endroits qui ne sont pas accessibles. Vous ne pouvez pas y aller. Parce qu'il n'y a pas de voie qui dessert donc ces endroits-là. Maintenant, quand on prend un hélico, on peut aller n'importe où on va. Et je pense que tout cela, ce sont des éléments sur lesquels le code électoral doit se pencher, sur lesquels la CENI doit se pencher, des éléments sur lesquels la CENI doit se pencher, pour qu'on puisse donner des chances plus ou moins égales à chaque candidat. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Kodjo. Oui, Kodjo. Oui, je viens de suivre l'émission, mais bon, je vais poser une question à l'invité. Oui, bonjour, M. Kodjo. Oui, est-ce que M. Faure Gnassingbé peut compétir seul à une élection présidentielle comme ce qui se fait à la Fédération togolaise de football? Pourquoi? Si il ne peut pas conquérir seul, donc c'est une aubaine pour l'opposition. Donc aujourd'hui, on n'a plus les candidats indépendants, on n'a plus Thierry Tama, on n'a plus M.
Kagbara. Donc, si M. Faure Gnassingbé ne peut pas compérir à l'élection présidentielle, donc les 6 candidats sont de l'opposition, ils peuvent tous retirer leur candidature. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Et puis, aujourd'hui, parce que avant le dépôt des candidatures, on a coutume de dire, même si on ne déposait pas, le pouvoir va susciter des gens qui vont déposer, qui vont l'accompagner. Bon, encore que la Constitution n'empêche pas qu'une seule personne participe, c'est-à-dire que c'est une candidature qui est ouverte, et puis donc on dépose sa candidature. Si c'est une seule personne qui se trouve, je ne pense pas qu'on va invalider sa candidature parce qu'il s'est retrouvé seul. Mais pour l'image à l'international, les pouvoirs ont toujours voulu qu'il soit accompagné à ces élections-là. Et on se disait toujours que si l'opposition ne le faisait pas, on allait susciter donc des candidatures indépendantes ou bien d'autres partis politiques pour accompagner le pouvoir. Maintenant que il y a, c'est-à-dire les dossiers sont déposés, c'est clôturé, personne ne peut plus déposer sa candidature. Je pense que c'est vraiment le moment pour permettre donc, si cette providence peut faire que l'opposition peut se retrouver ensemble, je pense que c'est une aubaine, c'est un bon moment, un moment idéal pour que l'opposition puisse chercher cette union-là. Allô? Oui, allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oh, vous appelez comment? Ima depuis Yamoussoukro. Vous appelez comment? Ima. Ima. Oui. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je voulais poser quelques questions à l'invité. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Ima. Dans tous les mots dont souffre le Togo actuellement, est-ce que l'opposition ne peut rien faire? Les Togolais crient, problème de chômage, ils n'arrivent pas à manger, le salaire. Donc, ils ne peuvent rien faire dans tout ça pour nous aider. Au moins qu'on sache que, effectivement, ils ont la peine pour le Togo. Ils veulent vraiment faire sortir les Togolais de toute cette souffrance. Donc, je vois que la parole, vraiment, ça ne va pas tellement nous convaincre. Donc, c'est la question que j'ai. Bien, merci de nous avoir appelés. C'est vrai que cette question revient de temps en temps et certains pensent que l'opposition du Togo peut aussi participer à la lutte contre la pauvreté, le sous-développement, en étant dans sa posture d'opposition, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. À écouter notre intervenante qui vient de raccrocher. Non, d'abord, il faut dire que c'est vrai que de façon classique, ce n'est pas le rôle d'un parti politique quand il n'a pas encore accédé au pouvoir de participer à la résolution des problèmes sociaux. Et le rôle d'un parti politique, c'est de concourir ou bien d'apporter donc son expertise à l'évolution des consciences, à l'évolution de la mentalité politique, et à faire comprendre aux citoyens quel est leur rôle donc au sein de la société, et à faire en sorte que les bases saines de la politique puissent être posées. Mais étant donné que nous sommes dans un pays comme le nôtre, où la pauvreté est pratiquement l'état endémique, il serait quand même de bon ton que les partis politiques fassent sien ce problème d'aller donc vers les populations pour essayer de connaître leurs besoins et d'apporter tant soit peu les solutions à ces besoins-là. Pour ce qui concerne le Parti Santé du Peuple, nous, dans la mesure du possible, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Peut-être que les gens
ne le suivent pas nécessairement. Sur le plan médical, on est intervenu dans plusieurs localités pour aller, donc, faire des consultations foraines aux gens, de donner des médicaments aux gens. À plusieurs reprises, nous avons envoyé des lettres au niveau du ministère de la Santé. Hein. Les preuves sont là. Et pour dire que nous devons distribuer des médicaments dans telle zone aujourd'hui, pour dire que nous allons distribuer des médicaments dans telle zone demain, pour faire des consultations gratuites, on le fait. Et puis, il nous arrive, hein, donc pour les personnes démunies, donc aux nouvelles années, d'aller de chercher les enfants démunis. Nous ne sommes pas là pour dire tout ça maintenant, c'est parce que la question est venue. Si les gens nous suivent, doivent savoir que on vient. Vous ne restez pas les bras croisés. Voilà, on vient quand même à l'aide aux populations. Vous parlez de médicaments, cela m'amène à vous poser la question sur ce sommet qui s'est tenu à Lomé, consacré aux faux médicaments. Sur l'initiative d'abriter à nouveau un sommet panafricain, un sommet international, quelle est votre réaction? Non, mais c'est une bonne chose. Les chiffres sont alarmants. On parle de 200 000 milliards de dollars que cela draine. On parle de 900 millions de personnes tuées et 900 000 personnes tuées tous les ans. Mais c'est beaucoup par rapport à ces faux médicaments. Je pense que ce sont des chiffres alarmants qui font qu'on doit aller réellement vers la résolution de ces problèmes. Mais il ne faut pas se perdre de vue. Quand moi j'ai suivi donc cette conférence, la première question que je me suis posée, mais pourquoi il se réveille comme ça aujourd'hui? Ce fléau est là depuis des années. Les gens savent qu'il y a de faux médicaments qui circulent, mais les autorités même sont derrière. Il y a des gens même qui sont derrière. Je ne peux pas vous en citer, mais on sait qu'il y a des personnes indiquées qui sont derrière donc ce trafic. C'est pour cela qu'on n'a jamais trouvé réellement de problème et de solution. On ne lui a jamais trouvé réellement de solution. Mais quand vous voyez toute cette mobilisation qu'on a eue ces jours-ci, on a annoncé l'arrivée de plusieurs chefs d'État. C'est vrai que finalement, ils ne sont pas arrivés comme on l'avait annoncé. Mais tu te poses la question de savoir, mais pourquoi subitement les gens s'intéressent tant aux faux médicaments? Ce n'était pas depuis des années la grande préoccupation des gouvernants. On ne va pas se voiler la face. Mais si vous comprenez bien, c'est parce qu'ils ont compris finalement que cela nourrit les réseaux terroristes. C'est pour cela qu'ils se sont levés. Le trafic des faux médicaments? Oui, mais bien sûr. Ah bon? Bien sûr, oui, parce que le trafic des faux médicaments, ça nourrit les réseaux terroristes et c'est pour cela qu'il y a toute cette mobilisation. Sinon, c'est un problème qui était là depuis, personne ne levait le petit doigt. Vous êtes également pharmacien, pharmacien. Et puis il y a cette question, quand on parle de faux médicaments, de plus en plus de gens disent que les faux médicaments se retrouvent également dans les rayons des pharmacies. Non, c'est faux. Dans les rayons des pharmacies, c'est faux. Les faux médicaments vont se retrouver dans les rayons des pharmacies comme ça. Comment? Vous pouvez donner un seul exemple. Il n'y a aucune pharmacie, en tout cas pas moi à ma connaissance, il n'y a aucune pharmacie dans laquelle on va trouver des faux médicaments. Mais nos sources d'approvisionnement sont classiques. Les sources d'approvisionnement des pharmacies, c'est classique. Vous prenez, il y a les grossistes qui sont là. Ce sont des voitures qui partent tous les jours de chez les grossistes pour venir déposer les médicaments dans les pharmacies. Et qui repartent dans d'autres pharmacies pour aller les déposer. Quitte cette pharmacie, va dans une autre pharmacie, quitte l'autre pharmacie, va dans une autre pharmacie. Mais c'est comme ça que les pharmacies sont approvisionnées. Comment est-ce que les pharmacies, on va retrouver des faux médicaments dans les pharmacies? Ce n'est pas possible. Donc c'est votre réponse, puisque de tout temps il est rapporté que... En tout cas, il faut qu'on nous apporte des preuves que dans telle pharmacie, on a trouvé des médicaments, de faux médicaments. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, votre nom? C'est Taoufik. Oui, allez-y. Bon, monsieur Kessan, est-ce que depuis un temps là, tous les membres se sont déclarés au bureau de l'Assemblée nationale qui sont actuellement mis en place? Tous les partis qui se sont déclarés étant de l'opposition, apparemment,
y compris le chef de file de l'opposition à l'Assemblée nationale, soutiennent le candidat de UNIR. Pourquoi cette ruse dans la politique togolaise? Pourquoi la ruse? Pourquoi quelqu'un qui veut être de UNIR n'a pas le courage de dire je soutiens UNIR et ils font semblant de dire les choses? Quand vous écoutez par exemple le plan de l'UFC qui a sillonné les radios cette semaine, nous disant que le peuple togolais peut porter leur choix sur le candidat de leur choix, qu'ils ne donnent pas de consigne de vote. Est-ce que ça c'est normal? Quel est le rôle du chef de file de l'opposition? Vous êtes de l'opposition. Quelles sont les démarches que le chef de file de l'opposition fait auprès de vous pour que les choses aillent bien, pour que la victoire revienne à l'opposition? Merci. Bien, merci Taoufik pour votre intervention. Oui, mais pour cette question, on ne le dira jamais assez. Hein. Et on s'était battu contre, et on continue par se battre contre cette loi qui permet tout simplement à quelqu'un d'être opposant parce qu'il se déclare de l'opposition. C'est absurde, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Être de l'opposition, c'est un comportement de tous les jours. Ce n'est pas une démarche, comme je l'appelle, une démarche ondulatoire, où aujourd'hui on monte parce que ça arrange, on redescend après parce que bon, et puis on remonte. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'être de l'opposition, c'est une attitude de tous les jours. C'est une manière de voir les choses tous les jours que Dieu fait. On ne le dira jamais assez. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à revoir cette loi. Moi, je ne sais pas si je me trompe. J'ai même suivi quelque part où l'UFC, on a dit que l'UFC appelle à voter pour unir. Je ne sais pas si je me suis trompé. Non, mais en fait, l'UFC n'a pas appelé à voter pour unir. Mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, les dernières interventions des cadres de ce parti politique donnent la possibilité à chaque je sais qu'il y a eu je ne sais pas si c'est de rétropédalage ou bien c'est juste on a essayé de rectifier ce qui avait été dit. Mais moi, je crois avoir lu sur les réseaux sociaux que c'est vrai que ce n'est pas tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux qu'il faut prendre En tout cas, les dernières informations font état de ce que l'UFC donne la possibilité à chaque Togolais de voter à son âme et conscience. Ça aussi, je pense que c'est pas... Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas jugé ce que les autres partis font, mais je pense que quand on est de l'opposition, la première réaction, c'est d'appeler à voter pour les partis de l'opposition. Donc, vous appréciez, par exemple, cette réaction aussi qu'on a lu, et maintenant de Diéry Itama. Il a dit aussi quelque part que les Togolais doivent voter pour les candidats de l'opposition de leur choix. Oui, cette intervention était faite... je pense que c'est une intervention, une bonne intervention de quelqu'un qui se réclame de l'opposition. Mais ça ne l'a pas empêché de dire quelque temps après que Ford a déjà gagné l'élection le 7 janvier. Et ça là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et vous m'avez posé cette question. J'ai dit que c'est aller trop vite en besoin et que c'est une compétition qui est ouverte. Allô? Et nous allons nous battre pour... Bonjour, Pierrot. Oui, bonjour. Non, c'est Georges. Oui, Georges, vous êtes en direct. Bonjour à l'invité, M. Bonjour, Georges. Monsieur Georges. Et j'ai une question à vous poser là. Oui, Ce n'est même pas une question. Et quand M. Georges Pessan était venu dans votre studio, c'était la toute première personne à le soutenir concernant la candidature unique. Bon, il s'est fait il s'est présenté. Bon, je souhaiterais qu'il fasse un effort pour que tous ensemble se positionnent dans une seule candidature. Et Monseigneur Podro a déjà présenté quelqu'un au nom de M. Agbeyome Kodo. Bon. Ne serait-il pas qu'ils se réunissent et s'alignent derrière cette personne? Je pense que c'est mieux pour celui qui avait tout fait pour qu'il y ait une candidature unique. Bien, merci. Merci, Georges. Oui, est-ce que... Non, mais je le remercie. C'est une idée qui commence par faire son chemin. On est encore à 2 semaines de l'ouverture de la campagne électorale. Beaucoup de choses peuvent se jouer. Prions Dieu qu'on puisse
les conditions puissent permettre qu'on évolue vers donc cette position de Est-ce qu'on a un dernier candidat, un dernier auditeur, allô? Est-ce qu'on a un dernier? Oui, voilà. Bonjour, monsieur Pierre. Oui, votre nom? C'est Stanislas de Guerre d'Exploitation. Je salue notre invité. Oui, bonjour, monsieur. Bon, moi, je voulais poser deux questions. Est-ce que monsieur Faure a le désir de gouverner nous, les peuples togolais? Et la deuxième question, c'est de savoir quels fruits y a-t-il dans l'alternance? Il faut que notre monsieur explique cela bien au peuple. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui, si, votre première question, moi, j'ai pas compris. Quels fruits? Non, mais en fait, la première question, vous avez dit si Faure a l'intention de gouverner des hommes. Oui, j'aimerais savoir s'il a le désir de gouverner le peuple togolais. Oui, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Ok, merci, parce que ça fait un bon moment que nous réclamons l'alternance au Togo. Bien, merci. Docteur. D'accord. Pour la première question, je ne pense pas que ce soit à moi de répondre. Maintenant, pour la deuxième question, quel fruit il y a dans l'alternance? C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. L'alternance politique, d'abord, cela permet à tout citoyen de dire je peux avoir la possibilité d'apporter mon expertise au développement de mon pays. Ça permet à tout individu de savoir qu'il peut apporter, pas nécessairement être à la tête du pays, parce que vous savez, quand il y a l'alternance, c'est d'abord une personne qui prend la tête, mais c'est toute une autre équipe qui vient. Ça permet à de nouvelles idées de se développer. Ça permet à de nouvelles idées de se développer. Et ça permet que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui comprennent que demain ils partiront. Ça les oblige à travailler dans l'intérêt du peuple parce qu'ils seront face à ce peuple qui va encore leur donner ou non le quitus de continuer. Ça oblige à soigner ce que l'on est en train de faire. Et quand on sait qu'on doit partir un jour, ça oblige à savoir qu'on ne peut pas mettre la main n'importe où parce que demain ça peut te poursuivre. Ça fait que la gouvernance est meilleure. Et tout le monde, de façon citoyenne, s'intéresse à la chose publique. Et ça fait évoluer tout pays. Bien, merci. Vous êtes en pré-campagne depuis quelques jours. On vous a vu dans les rues, on vous a vu dans les marchés. Racontez-nous comment ça se passe. Ah, mais vous savez, comme moi je l'ai dit, le Parti Santé du Peuple n'a pas fait le programme d'aller à une élection présidentielle. Pour nous, ce qui était important pour nous, c'est de nous battre pour qu'il y ait une candidature unique au sein de l'opposition. Mais nous étions aussi conscients d'une chose, nous ne sommes pas pour le boycott. Si la condition ne nous permet pas de nous retrouver dans un groupe pour aller à cette élection, nous irions nous-mêmes. De toutes les façons, on n'est pas pour le boycott. Donc, vous allez constater que c'est le tout dernier week-end avant le dépôt des candidatures que nous avons fait notre candidature. Et nous sommes le dernier candidature de l'opposition à nous déclarer à cette candidature-là. Donc, on n'était pas parti pour être à cette élection. Vous savez, je suis plus connu sur le nom, politiquement, je suis plus connu sur le nom de Dr Georges William Kouissan. Alors que sur mes papiers, c'est seulement Kouissan Asiongbon qui est là. Mais aujourd'hui, sur mes papiers, c'est Georges William Asiongbon Kouissan. Mais vous savez, quand j'ai pris ma nationalité portant Georges William, c'est la semaine qui a précédé le dépôt des candidatures. C'est pour vous dire tout simplement que je n'étais pas parti pour être candidat. Mais est-ce que vous êtes forcé? Oui, parce que j'ai un parti politique. Si les moyens me le permettent, je suis obligé de participer. Donc là, c'est une question de moyens. Oui, mais il y a la question de moyens aussi. C'est-à-dire la question de moyens qui va de pair avec l'engagement que vous avez pris. Vous avez pris l'engagement de créer un parti politique. Si vous ne pouvez pas participer aux élections, il faut que vous puissiez justifier cela. Soit vous n'avez pas les moyens d'y être, ou bien d'autres choses vous empêchent, mais vous avez pris l'engagement de créer un parti politique. C'est un devoir pour vous de participer aux compétitions électorales. Mais est-ce que c'est un devoir, justement? Je crois. À partir du moment où
vous ne pouvez pas participer aux compétitions électorales, je pense qu'il faut aussi dire ouvertement que je ne suis plus prêt à faire la politique. Non, mais en fait, dans les pays comme les nôtres, où on se bat pour plus de démocratie, on a vu de très grands partis politiques ne pas prendre part, ou n'ont pas pris part des élections. Ils ont des explications à cela. Vous pouvez avoir des explications. Par exemple, aujourd'hui, si j'avais fait la proposition d'avoir une personnalité à politique pour faire une candidature unique et aller dans une transition. Si c'était accepté, je ne serais pas candidat. Et ça, je peux le justifier, que c'est pour cela que je ne suis pas candidat. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas participer à une élection, mais vous devez avoir des raisons valables de ne pas participer à une élection. Vous êtes dans les rues. Il y a certains, excuse-moi, il y a certains qui ne sont pas allés parce qu'ils estiment que les conditions de transparence ne sont pas réunies. C'est leur raison. Cela est valable aussi. Vous êtes dans les rues, je l'ai dit tantôt. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette Oui, voilà donc ce que j'ai dit. Donc ça, c'est pour cela que depuis quelques jours, vous avez vu que nous sommes en train de nous mettre au travail pour que nous puissions donc être prêts donc pour cette échéance électorale. Quel est l'accueil au niveau des marchés? Je pense que c'est encourageant. Au départ, on n'avait pas pensé à cet accueil-là. C'est vrai que ce n'est pas la grande forme parce que beaucoup sont découragés par rapport à l'évolution de la chose politique dans notre pays. Il y a certains qui n'ont pas leur carte politique et leur carte d'électeur, qui l'ont dit également. Mais de façon générale, ça va. Est-ce que vous allez continuer la semaine qui vient? Nous pensons que nous allons continuer. Ok, merci d'être venu. Je ne sais pas si vous avez un mot pour finir, quelques secondes. Non, ce que je vais demander au peuple togolais, c'est une seule chose. Si nous arrivons, le Seigneur nous aide à avoir une candidature unique, c'est une bonne chose. Mais quelle que soit la configuration dans laquelle va se trouver donc l'opposition togolaise pour participer à cette élection, je demande au peuple togolais de sortir massivement pour aller voter le 22 février prochain. Et c'est le message que nous véhiculons partout où nous passons jusqu'à présent. Et après avoir souhaité des vœux à ces populations, nous leur demandons sortez massivement le 22 pour aller voter pour le candidat de l'opposition de votre choix. Merci, docteur Georges William Kwessan Asiongbon. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le candidat du parti Santé du Peuple. J'aimerais rectifier quelque chose. Au fait, on les appelle pour aller voter le 22 prochain. C'est surtout la participation donc, à cette élection-là. C'est pour ça que merci d'être venu. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Le prochain rendez-vous avec le direct, c'est dimanche.